Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans Sadera. Et oui, on a mis un petit peu de temps à revenir, mais vous savez, on travaille beaucoup. Enfin, on fait semblant de travailler. Bienvenue dans le podcast qui parle d'un sport où les plus grands observateurs se trompent tout le temps. Et si je dis ça, c'est parce qu'on va faire le bilan de la saison. Un bilan de la saison en prenant nos projections du début d'année. Et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui va. Mais on va bien se marrer quand même. Et puis, chose promise, chose due, Juliette Labou sera notre invitée tout à l'heure. Vous savez, la coureuse de DSM, elle nous parlera, parce que je dis nous a parlé, voilà, on a encore triché, on a enregistré avant, vous allez voir que la voix de Rémi Dos Santos est bien plus lointaine que ce qu'il va y avoir dans ce podcast. Et donc, et que la mienne va être discrète. On a enregistré ça il y a 3 mois. Bon, bref, vous connaissez sa saison, 4e du Tour de France, l'une des meilleures françaises sur le vélo cette année. Et puis, avec moi autour des Français qui sont moins bons sur le vélo, Jérémy Sakian. Salut, je découvre en même temps le conducteur du jour. Très bien, ça a bien travaillé, comme je le disais. Et Rémi Dos Santos. Bonjour. Qui a découvert aussi le conducteur. Mais un peu plus tôt. Alors que je l'avais écrit il y a 2-3 semaines maintenant. Bravo. Avant même l'interview là. C'est une belle intro, ça. Ouais, belle intro. Quelque chose à dire, la soirée que vous avez faite ensemble, elle s'est bien passée. Il faut quand même le dire que vous avez fait une soirée ensemble. Ouais, écoute, ça. Moi j'ai fait une soirée de cycliste pro, je n'ai pas bu d'alcool, donc pas de problème. T'as le droit à ton joker, c'est joker, comme la giclette, on a le droit. Allez, on part directement pour la première partie. Alors la première partie va être consacrée à nos projections et envies sur cette année 2022. On l'a fait, je sais plus, janvier, février peut-être. Il n'y a pas beaucoup de rêves qui se sont réalisés, je vais pas vous mentir. On avait donné nos 3 points à la façon de l'after-foot et on va donc y revenir dessus. Alors, on commence avec les 3 points de Jérémy. Donc c'était en janvier, je l'ai noté, pardon. À l'époque, tu as demandé une lutte sur les classiques entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Est-ce que ton rêve s'est réalisé? Est-ce que tu te sens comblé? Ravi, il y en a un qui a eu le Covid et l'autre qui est arrivé à Milan-San Remo avec 0 km de course au compteur, donc on s'est régalé. C'est réussi alors? Non, c'est une catastrophe. Oui. Après, Van Der Poel a quand même gagné le Tour des Flandres. Et Wout a quand même fait 2 de Paris-Roubaix après une semaine compliquée. Mais on les a pas vus l'un contre l'autre, donc non, je peux pas dire que je suis satisfait. Je m'attendais à mieux et Wout toujours pas de monument. Hein, ça fait 2 années consécutives qu'il en claque pas, donc un peu déçu. Ouais. Son monument, c'est quand il a lâché Pogacar sur le Tour de France. Il s'est créé lui-même son monument. Mais non, mais il c'est vrai il que en a, mais ça remonte à 2020. Ouais. Quoi. C'est Milan-San Remo. Et qu'est-ce que ça manque alors? Oui. Ça manque, mais l'année prochaine, je pense qu'on va envisager les choses différemment, plus sous le prisme Van Aert, Van Der Poel, mais on va rajouter Pogacar. Ouais. Parce qu'on a vu que c'était le plus fort et sur pas le Tour Tom des Flandres. Pidcock, comme l'a dit un certain A.C. Alors Tom Pidcock, sur le Tour des Flandres, je préfère pour l'instant faire Joker. On va rajouter Alaphilippe, parce que le Ronde, ce sera son grand objectif. Ouais, c'est vrai qu'il l'a déclaré. Et puis on va surveiller quelqu'un comme Binyam Girmay qui a été la révélation. Donc en fait, tu as une constellation de stars et puis tu vas avoir une équipe ultra dominatrice parce que la Jumbo s'est renforcée avec Van Barle autour de Laporte, autour de Van Aert. Donc ça va être un peu l'équipe du Tour de France, mais version classique, ouais. Injouable, comme on la connaît, comme on l'aime. Comme la Mapei, la Mapei à l'époque, quoi. Voilà, évidemment, tu pouvais faire 1, 2, 3 sur les monuments. Tu avais aussi donné une lutte pour le maillot vert sur le Tour de France. Alors là aussi, t'as été gâté. Ravi, c'était plié au bout de 3 jours. Donc. Là aussi, t'as été gâté. Super. Encore une fois. Merci Wout. Bah oui, ça a été plutôt rapide. Mais en vrai, maintenant, avec le recul, tu pensais à qui pouvait lutter avec Wout van Aert finalement pour le maillot vert? Un Peter Sagan qui revient de nulle part. Non, mais ça aurait pu faire la bagarre avec un vrai sprinter qui prenait 3-4 étapes à 50 points sur des arrivées pour pur sprinter. Malheureusement, ils se les ont répartis. Groenewegen qui en a une, il y a Jacobsen, Philipsen. Donc en fait, t'avais pas vraiment de rival. Et puis Wout, de toute façon, il allait prendre des points au sommet de leur catégorie. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Je crois qu'il a marqué tous les jours une moyenne. Enfin, si tu fais la moyenne, il doit être à 25-30 points de moyenne. Je sais pas exactement, mais c'était indécent. C'est encore mieux que Peter Sagan, Rémi?
Que ce qu'a fait Wout van Aert, c'est encore parce que il avait l'habitude, lui, Peter Sagan, d'aller marquer des points dans des étapes un peu plus difficiles. Bon, certes pas aussi difficiles que ce que fait Wout van Aert, mais bon, là on est vraiment dessus, quoi, carrément, la catégorie aussi au-dessus. Bah ouais, parce que en plus, le mec a roulé pour le maillot jaune. Oui. Donc Sagan, il faisait ça, mais en même temps, après, il s'occupait de rien. Ouais, c'est vrai. Là, le mec s'est occupé de lâcher Pogacar et de rouler pour Vingegaard. Oui, moi j'ai jamais vu Sagan lâcher Froome. Hein, oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même plus fort. Sur une petite côte. Il y a la fameuse bordure où il fait gagner Bodnar, mais c'est quand même tout plat, quoi. Bon, on enchaîne avec la troisième. Alors, t'as fait le triplé. 1, 2, 3, coup du chapeau pour Jérémy Sagan. Triptyque du Mont des Châteaux. Une victoire française sur un monument, c'était ce que tu attendais dans tes 3 points. Alors, est-ce qu'on l'a eu? C'était bien parti. Ah non, on l'a pas eu. Ah non, on l'a pas eu. Ah non, c'est vrai. On l'a pas eu non plus. On n'a pas été loin. Le Tour du Limousin, c'est pas. On n'a pas été loin quand même. Turgis. Turgis qui fait 2. Oui. Madouas qui fait 3. Bon, et à partir de Paris-Roubaix, ça se complique. Après, c'était terminé. Voilà. On n'a pas eu vraiment de chance, c'est vrai, avec Alaphilippe. Après, il y a vraiment que Turgis, parce que Madouas fait 3 dans des circonstances Turgis, particulières sur le retour. Il fait 2, mais parce que oui, derrière, il y a Mohoric. Non, on n'a pas été vraiment gâtés, il faut quand même le dire. On fait 2 du mondial, mais sans avoir vibré. Je le considère, le mondial, si on avait gagné le mondial, j'aurais quasiment considéré ça comme un monument. Mais non, on est loin du compte et il n'y a pas eu la réussite, c'est vrai. Moi, Julien, c'est le gros regret quand même. Ah oui, évidemment. C'est vraiment une saison pourrie. Mais il y a des coureurs qui sont plus forts. Tu vois, Pogacar sur le Tour de Lombardie, qui va aller le contester chez les Français? Personne. Mohoric, il a pris des risques indécents dans la descente du Poggio. Sur Paris-Roubaix, on savait que ce serait compliqué, surtout avec Laporte au service de Van Aert, qui en plus n'a pas été en réussite. Bon, écoute, à l'année prochaine, on verra bien. Est-ce que tu mettrais encore ce nouveau point dans l'année prochaine? Est-ce que tu t'attends à une nouvelle victoire française dans Alors, je sais plus, ça c'est ce que je voulais ou c'est ce que tu aurais aimé. Oui, moi je la veux. Évidemment. Ouais, mais est-ce que tu crois en. Non, parce que là, l'année prochaine, il y a Julien Alaphilippe qui vise bien les classiques. Évidemment, Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège, ça peut. Mais Alaphilippe, aujourd'hui, c'est plus le favori numéro 1 de Liège-Bastogne-Liège. D'accord. Donc, tu peux toujours, parce que les classiques, par définition, c'est indécis. Par définition, la classique, il peut tout se passer n'importe quand. Un mec qui part à 80 bornes de l'arrivée, tu le revois plus, alors que tu comprends pas pourquoi. Bon. Mais au départ de chaque classique, tu n'auras pas de Français qui sera catégorisé 5 étoiles, même Milan-San Remo. Alaphilippe, il l'a déjà gagné, il a déjà fait 2. Aujourd'hui, un Van Aert, un Pogacar, un Van Der Poel, ça passe avant. Oui, c'est vrai. Donc le triplé pour Jérémy Sakian qui a tout mis. Alors là, catastrophe quand même. En tout cas, tes espérances, tes espoirs, alors ça a été loin d'être comblé. On va passer à Rémi qui avait mis en premier voir des équipes françaises remporter des épreuves World Tour. Alors. Il y en a une seule. Cosnefranc. Bravo. Excellent, t'as suivi la saison de cyclisme. Il n'y en a pas, quand il y en a qu'une, c'est facile à retrouver. Donc je suppose que Rémi, tu es resté sur ta faim. Oui, surtout que j'ai rien contre le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix de Québec, mais ça reste des épreuves World Tour qui sont... Même si les palmarès des deux sont très très beaux. Oui, c'est vrai. Que Rui Costa les a gagnés, c'est important. Ça reste des courses quand même World Tour, mais de seconde zone. Moi, quand je veux voir une victoire française une victoire d'une équipe française sur une course World Tour, sans aller jusqu'à un monument, j'espérais peut-être un tour d'une semaine, un tour de Suisse, un truc comme ça. Là, c'est. Après, ça reste une victoire quand même. Et puis c'est un coureur français en plus. Parce que moi, j'avais dit équipe française vraiment. J'étais content d'un Greg Van Avermaet qui gagnait le Tour de Suisse. Je sais que cette phrase est improbable. Je savais que tu allais réagir à cette phrase. Alors, Greg Van Avermaet, il a gagné le Tour de Romandie. Il a gagné Tirreno. Mais parce qu'on avait annulé l'étape Rennes. Il faut quand même rappeler. Il avait gagné devant Sagan. Donc. À l'époque, il était un peu mieux. C'était un mec qui savait puncher. Je ne suis plus sûr de voir Greg Van Avermaet lutter avec les meilleurs dans le mur de 8 par exemple. Maintenant. Après, il fait le poids de ses années. Il a l'âge d'Anthony Nicolas. Donc c'est compliqué. Bien sûr. Donc ça commence à être dur. Je reste sur ma faim. Même s'il y a eu des victoires en World Tour après, quand même quelques victoires. Arnaud Démarre déjà pour ne citer que lui. Bon oui, évidemment, je reste sur ma faim. Et le plus près, je pense que c'est Simon Geschke, sans vouloir être pessimiste. Tour de Catalogne, Pays Basque, avec Vlasov qui gagne. C'est Pays Basque. Izaguirre a fait aussi une belle course par étape, je sais plus où c'était. Voilà, ce sont les plus proches, je pense, des équipes françaises. Merci Geschke. Pourquoi pas avoir Izaguirre. Voilà, Cofidis quoi. Attends, il y a aussi Turgis.
mais je parlais d'une semaine. Je parlais d'une semaine. Oui, évidemment. Après. Je parlais d'une semaine. On enchaîne donc avec la bagarre pour les victoires en grand tour. Alors là, c'est un petit peu indécis. Est-ce que tu considères qu'il y a eu de belles bagarres sur les grands tours de cette année? Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne, je le rappelle pour ceux qui viennent de découvrir le cyclisme. Alors, je suis quand même plutôt content. Oui, le Giro a quand même été relativement serré. On a eu un trio qui aurait pu être un quatuor. Ça s'est joué jusqu'au bout. Alors certes, il n'y a pas eu un grand spectacle, mais ça a été serré. Jusqu'au bout, les trois pouvaient gagner. Sur le Tour de France, on a eu une très belle bagarre, même si ça a rapidement tourné à l'avantage de Vingegaard. Le fait que Pogačar soit un attaquant a fait que ça a été vraiment sympa à regarder. La Vuelta a été un peu moins passionnante là-dessus parce que Remco a vite étouffé le suspense. Même si en début de troisième, on s'est pris à croire que Primoz pouvait revenir, machin. Il a finalement vite remis les choses dans l'ordre. Mais globalement, ouais, je suis assez content des bagarres qu'on a eues pour les classements généraux. Jérémy, est-ce que tu as apprécié la bagarre pour les classements généraux en grand tour cette année? Alors, je vais déjà vite écarter la Vuelta parce que je rappelle que je ne l'ai pas vu. Le Giro, il était un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a eu cette dernière étape incroyable, ouais, bien sûr, avec le renversement d'Hindley. Mais globalement, on s'est quand même longtemps ennuyé. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu la grosse déception Romain Bardet. Ouais. Donc, si on parle de suspense, effectivement, il y a eu du suspense. Il y a eu des écarts très resserrés, puis il y a eu ce chambardement du dernier jour. Mais en termes de spectacle, ça n'a pas été tout à fait ça. Sur le Tour de France, c'est un petit peu l'inverse. On s'est régalé. Il y a eu cette étape incroyable, le renversement de la Jumbo et Pogačar qui explose. Et derrière, ça a continué, mais on n'a jamais senti que Pogačar pouvait vraiment reprendre ce maillot jaune, remettre en difficulté Vingegaard. Il a essayé jusqu'au bout, il a eu ce mérite-là, même jusqu'à la dernière étape. Ils ont fait les fanfarons sur la route des Champs. Donc c'est un peu particulier. Si on doit répondre à la question, si je me mets à la place de Rémi, est-ce que je suis content de la bagarre sur les grands tours? Verre à moitié vide pour moi. C'est du 50-50 moins, quoi. Ouais, un petit peu mitigé aussi, mais au moins on a vu un peu de bataille. C'était même pour Remco, on pensait que ça allait être plié, 5 minutes d'avance, plus personne ne dit quelque chose, et finalement ça a été un petit peu mis. Il y a un petit peu de suspense à un moment, donc puis, ça va. Et puis Pogačar, au début du tour, on s'attend tous à ce qu'il gagne. Donc quelque part, Vingegaard, alors aujourd'hui tu les mets sur les pieds d'égalité, mais avant le tour, rappelons-nous ce qu'on disait, Pogačar était loin devant, donc finalement t'as eu ta petite surprise avec une équipe qui était beaucoup plus forte, certes, mais il fallait quand même reprendre ce temps à Pogačar. Troisième point de Rémi Dos Santos, une victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Il a tenté. Mais malheureusement, les jambes étaient un petit peu limitées sur ce Tour de France pour remporter une étape. Deuxième derrière Jungels, quoi. Lors de la quatrième. Ouais, il fait quatrième, il a repris à la fin. Autant pour moi. Dans l'esprit. J'avais oublié. Mais voilà. Donc la saison de Thibaut Pinot, elle était quand même pas mal partie parce qu'il revenait bien avec la victoire sur le Tour de Suisse. Oui, il a une victoire World Tour lui aussi de cette année, Thibaut Pinot. Et après, Tour des Alpes aussi juste avant. Et après, il a un petit peu baissé de pied, physiquement peut-être. Et puis aussi, il a beaucoup couru. C'était l'un des coureurs qui a le plus couru cette saison. Donc voilà. Je sais pas quoi en penser. Après, il en avait besoin. Il faut qu'il reprenne le rythme. Il a quasiment été 2 ans sans courir, donc. Logique aussi qu'il ait beaucoup roulé, mais je suis très étonné de cette baisse de performance entre le Tour de Suisse et le Tour de France parce qu'il enchaîne Tour des Alpes. Alors le Tour des Alpes, ça le vend le Giro, mais il fait le Tour des Alpes, il gagne le Tour de Suisse, enfin il gagne sur le Tour de Suisse. Le Tour de France, il est quoi 2 semaines après et on l'a absolument pas vu. Il a eu, je crois qu'il y a eu un Covid ou un truc comme ça. Il y a peut-être eu un truc, il y a peut-être eu quelque chose, mais c'est vrai que cette baisse de performance, alors qu'on est sur la même lancée en termes de bloc. C'est quand même très bizarre. Après, on l'a plus vu, mais bon, on s'y attendait un petit peu de pas trop le voir après le Tour de France. Alors voilà pour les 3 points de Rémi Dos Santos. Anthony Collat n'est pas là, mais ce n'est pas grave puisque j'ai quand même ces points qu'il avait donnés en janvier. Alors ça recoupe un peu avec ce que tu disais. Il voulait voir un Pinot à 100%. Ça n'a pas vraiment, on l'a dit, pas vraiment été le cas. On verra en 2023. On a encore le plaisir de l'avoir dans le peloton. Il voulait voir aussi ce que donnait Peter Sagan à la Total Energy. Alors vous en avez pensé quoi de Peter Sagan à la Total Energy? Et il a quand même une victoire en World Tour aussi. Il a une victoire au sprint. Au Tour de Suisse. Au Tour de Suisse, oui, tout à fait. Mais en fait, tout le monde a gagné sur le Tour de Suisse. J'ai l'impression qu'il a duré combien de temps la saison de Peter Sagan, elle est calamiteuse. Transparente. Il a été bien meilleur sur les à côté pour faire la promo de ses sponsors. Pour faire un bon mondial quand même.
à signaler, un beau mondial. Mais bon, à part ça, non, c'est quand même loin du Peter Sagan il y a quelques années. On s'en doutait avant qu'il signe chez Total. Mais si je suis Jean-René Bernaudot, vu le prix qu'il le paye, à mon avis, on est loin du retour sur investissement. Mais bon, écoutez, il y a encore une année qui arrive, une année de contrat. Donc, on va attendre. Il y a peut-être même 2 ans, non ? Je ne sais plus combien de temps il avait signé. Alors, je peux aller voir. On va vérifier si ça. Mais bon, il sera là l'année prochaine. Il sera là. Bref, après quand tu mets de l'argent sur Sagan, de toute façon, fait que, non, mais le ça poids ira des pas en années. s'améliorant. Mais bon, Sagan, normalement, tu dois le voir à son aise sur les classiques, tu dois le voir gagner des étapes sur les grands tours. Voilà. Fin de contrat en 2023 pour Peter Sagan. Donc avec 2 ans. Ouais, donc à voir. Moi, j'aimerais bien le revoir quand même à son plus haut niveau, parce que quand tu regardes son palmarès, c'est quand même pas mal. Mais je sais pas. De toute façon, avec Total Energy, ça tique rarement, on va dire, avec les stars qui viennent dans cette équipe. Donc Peter Sagan n'échappe pas à cette règle. À son meilleur niveau, c'est terminé, puisque de toute façon, maintenant, tu as des mecs qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont 10 ans moins, et qui sont déjà à peu près au niveau auquel était Sagan dans ses meilleures années. Donc même s'il revient à son meilleur niveau, ce ne sera plus le Sagan qu'on a connu. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait quand même, et que pendant 4-5 ans, c'était la méga star du peloton, qu'il écrasait tout le monde, et qu'il a quand même un palmarès que peu de coureurs actuels auront. Oui, mais non, mais après, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple d'un Philippe Gilbert qui a été gagné à Paris-Roubaix, tu vois, c'est typiquement, Peter Sagan peut, s'il s'entraîne bien, c'est des genres de courses où il peut briller, mais bon, même le moteur, il a plus vraiment, donc bon. Mentalement, il est... Moi, je pense que mentalement aussi, le mec est rincé. Il a commencé, il a gagné très tôt. Il a commencé très tôt, Sagan, il a gagné très tôt, il était une méga star, comme le disent Jérémy, vraiment la méga star du peloton pendant plusieurs années. Médiatiquement, il a perdu beaucoup d'influx aussi, c'est sûr. Je pense que là maintenant, il est un peu en roue libre sur sa fin de carrière. Donc bon. Alors l'intérêt de le prendre pour une équipe comme Total Energy, j'avoue qu'on s'était posé la question à l'époque. Je sais pas s'il y a à part médiatiquement, s'il y a une retombée financière. Il y avait l'histoire des vélos. Oui, il y a les vélos. Il y a aussi, je crois qu'il est payé une partie par ses sponsors. Oui, non, mais ça, bien sûr. Ça. Il est payé en partie par Specialized, mais non, l'arrivée c'était peut-être pour créer une nouvelle dynamique, pour encadrer aussi les jeunes talents, parce que je me mets à la place d'Anthony Turgis. Bon, je suis pas mécontent d'avoir Sagan comme coéquipier. Non, c'est clair. Et chaque coureur. Tu préfères rouler avec Sagan ou avec moi à Longchamp? Merde, j'ai utilisé mon joker. Non mais Peter Sagan, à chaque fois qu'on a eu un invité de la Total Energy, il nous disait que Peter Sagan, c'est trop bien de l'avoir à côté, il nous donne des conseils, il est là. C'est la partie invisible de ce transfert, la face immergée de l'iceberg, mais on est obligé d'en tenir compte. Après, il faut tenir compte aussi du prix. Est-ce qu'on l'a vu sur le terrain des résultats? C'est une question. C'était vraiment plutôt compliqué. Donc je pense que Anthony aurait été là, il était content de parler de ce sujet. Un autre sujet qui le tenait à cœur, c'est il voulait voir une vraie saison de Remco. Bon là, je pense que il a été bon cette année, plutôt pas mal. Mais là, il a été gâté. C'est pas mal. C'était difficile de faire mieux. Ouais. Si tu peux en gagner une ou deux de plus, quoi. Tu peux gagner Milan-San Remo. Voilà. Non, mais saison stratosphérique. Ouais. Heureusement qu'Anthony n'est pas là parce qu'il n'aurait pas avoisé, mais. Après, il n'est pas capable de lire les messages pour savoir à quelle heure on démarre. Il va envoyer un message à 18h en disant les gars, je suis là. Trop tard. Donc, non, saison de Remco avec ce maillot irisé pour 2023. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. C'était une saison plus que réussie pour Remco. Est-ce que vous l'attendiez? Juste petite question. Vous attendiez? Si jamais on vous aurait dit en janvier, Remco il va faire ça, vous auriez dit ah ouais, d'accord. Normal. Jamais de la vie. Normal. Jamais de la vie. La Classica San Sebastian éventuellement, mais Liège, la Vuelta et le Mondial, jamais. Ouais. Non, pareil. Rémi non plus. Non. On sait jamais. Tu sais, souvent tu peux dire Pogacar, il fait Milan-San Remo, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France, champion du monde plus le Tour de Lombardie. Tu peux dire oui. Oui. Prison. Pardon. On s'était dit on l'avait souvent dit avec Jérém que Remco n'était pour l'instant pas un coureur de 3 semaines. On s'était dit que potentiellement une Vuelta avec un parcours qui lui conviendrait pourrait éventuellement. De là à dire qu'il la gagne dès cette année et qu'il enchaîne en plus avec le mondial derrière après avoir déjà gagné Liège-Bastogne-Liège. Il y a les victoires, il y a la manière aussi. Oui, en plus. Les 3 sont gagnés avec un brio incroyable. Il part dans la redoute
Sur Liège, il éclate tout le monde. Derrière, il refait la même chose au mondial en partant d'encore plus loin. Et sur la Vuelta, les autres, c'est vrai qu'il manquait Roglic, mais les autres n'ont pas vraiment existé. Oui, non, mais il a parfaitement géré sa Vuelta. C'est vrai. Mais jamais, vraiment jamais, une saison comme ça. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison ? C'est ce que j'avais écrit, avec à côté à mettre, s'il vous plaît les gars, en gras, j'ai mis en fait, et personne n'a mis quelque chose, donc du coup, c'est à l'impro, c'est dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison ? C'est pour ça que j'avais dit, rechercher un petit peu, mais personne l'a fait. Donc, En fait, c'est difficile à analyser cette saison parce que j'ai l'impression qu'elle a été courue en plusieurs temps. Il y a eu la campagne de classique où t'as quand même des surprises. T'as Mohoric et Van Barle qui sortent un petit peu du chapeau. T'as ce duel Van Der Poel-Van Aert que tu n'as pas finalement, que t'attends, mais qui se fait attendre jusqu'au moment où on se dit en fait c'est fini, puis on les a pas vus. Même si encore une fois Van Der Poel a gagné le Tour des Flandres, mais dans des circonstances particulières. Il n'y avait pas Van Aert, il y avait un Pogacar qui était plus fort. Après, on a le Tour de France où on se dit qui va pouvoir mettre en difficulté Pogacar, puis on se rend compte que tu as une muraille jaune qui est imprenable en fait. Tu as eu en fait, t'es monté crescendo de surprise en surprise, et au final quand tu dresses le bilan de l'année tu te dis ouais, ça je m'y attendais pas. Donc on a vécu une saison hyper excitante, mais sans se rendre compte au moment voulu que c'était en train de partir à volo. Et au moment d'analyser, c'est extrêmement perturbant parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu une saison étrange, et pourtant il y a aucune des prédictions qui s'est réalisée. Donc on a vraiment mauvais. Alors peut-être qu'on est très mauvais. Ça c'est souvent le cas. Mais tu vois, je sors pas de cette saison en me disant j'ai été ébloui, on a eu des surprises, on s'est régalé. Ça a été une saison où il y a eu des belles courses, il y a eu un beau Tour des Flandres, il y a eu une très belle étape sur le Tour de France. Mais j'ai pas eu l'impression au moment où on les vivait, qu'on vivait des moments d'anthologie, et ça me laisse un goût un petit peu bizarre en bouche. Deux choses. Je suis en train de préparer les Saderai Awards avec les plus belles courses de la saison. Moi, je suis en train de faire le classement tranquillement dans ma tête. J'ai du mal à ressortir 3 courses dans l'année, par exemple, tu vois, qui m'ont sublimé par-dessus tout. Il y a eu plein de belles courses. Il y a la 11e étape du Tour. Voilà, c'est celle-là. Mais, il y a le Tour des Flandres qui a été vraiment, vraiment beau. Ouais, d'accord. Après... très 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 déçu du mondial, mais parce que Remco était trop fort. Oui, voilà. Donc moi j'ai pas, tu sais, souvent on a du mal à les 3 ça va être dur parce qu'il y a ça. Moi j'ai eu la 3e, elle me vient pas spontanément. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et deuxième chose, en janvier, Rémi. Alors là tu mets 10 € sur la table et tu dis, je pense que les grands tours ça va être Hindley, ça va être Vingegaard, ça va être Evenepoel cette année. Alors là, tu gagnes beaucoup d'argent. Ça aussi, ça a été surprenant, par exemple. Ah bah oui. Non, c'est sûr lui, il aurait mis 10 centimes, tu ne connais pas. Je suis très mauvais pour parler de l'argent. Non, c'est sûr. Alors, jamais tu peux penser ça, d'avoir ce trio de vainqueurs. Et au final, Jérém l'a dit, sur la course en elle-même, c'est logique. Ou en tout cas, c'est pas illogique. Hindley, c'est celui qui se détache le moins dans les 3, mais quand il accélère dans la dernière étape du Giro, en fait, personne ne peut le suivre, que ce soit Carapaz ou Landa, et c'était le plus fort. Donc oui, c'est assez improbable de voir ça. Du coup, ouais, cette analyse, elle est bizarre. Cette saison, elle est bizarre. Après, cette impression qui fait que sur le moment, on s'est pas rendu compte que c'était des moments incroyables et tout, c'est que, et c'est là où je veux en venir par rapport à ce que je retiens de la saison, c'est que on est dans la continuité depuis 2020 et qu'il n'y a plus de surprise véritablement au sens des équipes, quoi. C'est-à-dire les Armadas gagnent. Un Van Barle qui gagne Paris-Roubaix, c'est un peu une surprise. Ça reste Ineos avec son Armada. Même Mohoric, ça reste la Bahreïn. Hindley, c'est la Bora. La Bora a quand même un effectif monstrueux. Vrai, ça, et puis la Jumbo. Ça avait noté que même sur les étapes, t'as plus de petits vainqueurs. Plus de petits vainqueurs. Maintenant, c'est vraiment tout est organisé. Quand tu vois les effectifs, là, on parle de la Bora. Franchement, sur les grands tours l'année prochaine, c'est pareil. Ils vont voir aussi des bons coureurs. Enfin voilà, tout. Et maintenant, les équipes sont de plus en plus renforcées. Après, c'est normal, il y a de plus en plus de bons coureurs aussi avec le temps. Donc, ouais, c'est vrai. Non, mais il va peut-être falloir se poser la question du salary cap à un moment donné. Alors, peut-être ça va effrayer des sponsors qui sont là pour gagner et pour avoir tout le temps leur nom en haut de l'affiche. Mais c'est vrai que au début de la saison, si tu cibles les 10-15 plus belles courses du monde, tu sais que ça sera soit chez la Jumbo, soit chez Lefebvre, soit Ineos, soit UAE, éventuellement Alpecin et basta, quoi. Ouais, et surtout qu'en plus, n'en déplaise à ceux qui déplorent ce fait, mais les coureurs, ils minimisent tellement la préparation, etc., qu'ils sont capables de briller de février quasiment jusqu'à octobre. Donc t'as plus un mec qui va être bon juste en février-mars, après on le verra plus, donc du coup je vais pouvoir le battre en octobre. Maintenant, le mec que tu retrouves en février-mars, tu peux le retrouver en octobre. Donc ça a été le cas de Pogacar par exemple.
exemple. Enfin, même Ouais, si mais c'est un Pogacar, ovni. pour moi, il l'a un peu payé ça. Oui, non, Pour mais ça moi, c'est vrai. aller faire le guignol, Mais- entre guillemets, parce que moi j'étais très content de le voir, mais aller se battre avec Van Der Poel sur le Tour des Flandres, peut-être que c'est aussi ce qui lui manque en juillet Oui. pour faire la diff. Ça, on saura jamais, mais tout le monde ne pas le faire. Je vais en refaire la phrase. C'est pas à la portée de tout le monde, mais ceux qui tentent peuvent parfois y laisser des plumes, et on l'a souvent vu avec Valverde. Rappelez-vous, Valverde, il faisait toute la saison à bloc, et il a toujours eu du mal en fin de saison, notamment sur les mondiaux, à la mettre au fond. Il a fallu attendre 2018. Ouais, c'est vrai. Tous Et sur le Tour tous de les France, il efforts est toujours un peu- sur le Tour de France, ça a ouais, toujours ça été a joué, compliqué. ouais. Il a fait un podium, mais il n'a jamais réussi à gagner. Donc voilà, c'est bien. Moi, j'adore voir des coureurs briller toute la saison, mais il faut parfois aussi montrer certaines limites, puis ça rassure un peu tout le monde aussi. Ah bah après c'est toujours pas, c'est comme on dit, hein, c'est aussi l'argent qui fait que Bien les sûr, sponsors ils bien mettent la sûr, thune bien sur sûr. Pogacar, ils veulent le voir le plus possible. Exactement. Et sur la piste de danse aussi d'ailleurs. On l'a vu, je sais pas si vous avez vu tourner ces vidéos, on voit Tadej Pogacar sur la piste de danse et Non, j'ai pas vu. C'est je impressionnant. l'ai vu Moi j'ai sur juste un- vu Nicolas Roche qui a fait danser avec les stars en Irlande. Ouais, je non, sais que non. j'en parle tout le temps. mais non, ça c'est m'a choqué. avec Zigart, avec sa Et puis Pogacar, compagne. très pote avec Rigo Uran. Hein. Visiblement, ils sont en Colombie. Ils font un peu le tour de toutes les curiosités touristiques. Ça va bien se passer. Je pense que c'est là-bas quand la vidéo a tourné. C'est Bon. possible. Ouais, Qui les- s'éclate. les- Il a les- raison. Les cyclistes en Colombie, ils adorent pousser la chansonnette ou danser de toute façon. Oui, ça c'est vrai. Mais par contre, les coureurs colombiens, eux, en ce moment, c'est pas trop ça. Pourquoi je dis ça Il y a un jingle qui va Il y partir. a un jingle et parce que j'ai parlé de quelque chose. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Teaser. Bah oui, parce que l'équipe a sorti un article avec les coureurs qui sont encore sans contrat pour cette fin de saison. Il y a Mark Cavendish, on en parlera un petit peu plus tard de ce sujet, vous avez compris. Il y a Nairo Quintana qui est toujours sans contrat. Il y a Esteban Chavez, tu vois, les deux Colombiens, par exemple. Il y a encore Pozzo Vivo, Reichenbach, voilà ce qui donnait comme liste. Mais il y en a évidemment encore beaucoup. Mais est-ce que pour eux, c'est la fin de carrière? Reichenbach, je crois pas. Hein. Je crois Reichenbach, s'il est en bisbille avec un certain Mark Cavendish, je veux dire... Cancellara, voilà, Ouais. j'arrive. Ouais, il me semble Il que y a un Segui, Reichenbach- c'est comme c'est pas. Reichenbach, avec ce ça va Tudor se faire, Cycling. exactement. Chavez, c'est en pourparler a priori avec Kiev, mais c'est pas sûr non plus parce qu'il faut quand même le payer un peu. Non, il y en a un pour qui je m'inquiète dans la liste, c'est Quintana. Évidemment, parce que c'est pas clair. Son Parce histoire. que son agent l'a proposé à plusieurs équipes, on va dire les plus sulfureuses entre guillemets, notamment Bizarre, eux et Astana. Bahreïn et Astana par exemple. Non, merci. Bizarre. Non, merci. Non, je m'inquiète un peu pour lui parce que c'est pas la première fois qu'on entend des petites choses. Rappelez-vous, pendant le Tour de France 2020, il y a eu des perquises aussi Ouais, bien auprès sûr. des Colombiens de l'équipe. Bon, il est déclassé officiellement du Tour, faut quand même le savoir. Hein. Voilà, la sanction est confirmée, donc c'est pas évident pour une équipe d'aller faire confiance à un gars qui sort d'une telle saison. Pour lui, je m'inquiète un peu. Pour Cavendish, je m'inquiète pas trop parce qu'on a entendu les bruits de sa possible signature chez BNB, donc ça tarde un peu. On va y revenir plus tard, mais à mon avis, il trouvera une porte de sortie quoi qu'il advienne. Et les autres, Chavez, Chavez, ça reste un bon coureur. S'il veut faire une saison de plus, tu auras toujours un mec pour lui proposer un contrat. Non, les noms là que tu m'as annoncés me font pas vraiment souci. Pozzo Vivo, il commence à faire son âge. Alors, Avec 40 oui. ans, Ça serait après, peut-être temps aussi de il a partir. envie, parce qu'en fait, il a chuté sur le Tour de Lombardie. Il a envie de revenir encore Ouais. une année, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Pozzo Vivo, il va devoir s'arrêter. Même si il a encore quelques jambes, parce qu'on le voit aux Ah non, mais avant-postes. il est- Top 10 sur Giro pendant très longtemps. Ouais, je sais plus à quel ils place il termine. ils sont deux dans le top 10 avec Yann Hirt, Yann il me Hirt, semble, ouais. je dis pas de bêtises. C'est loin, le C'est ça. zéro, mais Ouais. puis j'ai pas trop bossé le podcast du jour. Oui, donc voilà, pour les coureurs sans contrat. On va aller tranquillement, transition, BNB Hotel, évidemment. Alors, nous sommes le 14 novembre. Selon le règlement, je crois qu'ils Demain. ont jusqu'au 15 novembre Voilà, c'est demain. pour se proposer à l'UCI et pour être inscrit, pour inscrire l'équipe pour l'année prochaine. À l'heure où on parle, nous sommes à la mi-journée, rien. Alors, Alors, il y a beaucoup de bruit de couloir. Il y a Je un énorme- rectifie, c'est on est incroyable. quand même le matin. On est quand même. Non, c'est la journée est mi-journée. encore longue. Pour moi, il est 6h là. Nous sommes à la mi-journée. Non, mais pour tout ça pour dire que donc BNB Hotel, donc a priori problème pour les sponsors, Ouais. surtout que la région Bretagne a lâché BNB Hotel parce que du coup ils se sont associés à Paris, donc ce qui est normal. Et du coup, les sponsors qui devaient arriver sont finalement pas arrivés. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les bruits de couloir. Moi, je n'ai pas plus d'infos que ça. Et, Moi non plus. Et en parlant avec les acteurs, évidemment, ils ne parlent pas. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'ils sont en train de préparer un dossier. Et ça va être difficile. C'est difficile pour les coureurs parce qu'on parle de Mark Cavendish qui a signé
un pré-contrat, on va dire, avec cette équipe, mais pour l'instant, il ne voit rien venir. On a des contrats au sein de l'équipe. Pierre Rolland a prolongé, on a Axel Laurence, on a Bodamour, Mozzato, encore beaucoup de coureurs qui sont dedans. Donc là, est-ce qu'on peut craindre au pire, Jérémy Sakian ? Je sais pas. Et moi, j'ai pas d'infos. Et autant la dernière fois qu'on a évoqué ce dossier-là, j'étais plutôt optimiste. J'avais d'ailleurs réclamé qu'on laisse travailler Pinot sans rager sur les réseaux. Et je lis des choses de plus en plus flippantes quand même. On n'est même pas sûr que la structure féminine voit le jour. Ouais, ça aussi, ça c'est difficile parce qu'il y a... Alors a priori, il y avait un effectif de 12 qui était bouclé, on attend. La date limite de demain, c'est vrai qu'elle se rapproche à grands pas. Alors je crois qu'il peut pousser encore d'une semaine, mais avec des pénalités, donc avec des frais supplémentaires à prévoir au budget. Ouais. Donc c'est pas forcément l'idéal non plus. La date se rapproche à grands pas. Il reste que quelques heures pour boucler l'affaire. Je me dis quand même qu'il doit y avoir des sueurs froides du côté de Jérôme Pinot et du côté des coureurs et du côté de l'encadrement, parce que c'est une équipe, c'est pas que des coureurs. Bien sûr. C'est tout le staff. Tous les coureurs que tu as cités sont des bons coureurs, donc je m'inquiète pas pour eux non plus, même si tout le monde ne retrouvera peut-être pas une équipe à sa juste valeur si jamais ça s'écroule. On sait même pas en fait quels sont les risques. On ne sait pas si l'équipe risque de sombrer, si l'équipe risque de repartir avec un budget amoindri mais en gardant les mecs sous contrat. On ne sait pas quelles sont les conséquences possibles. Donc là, à l'heure où on parle, on ignore tout de ce dossier, mais ça ne nous empêche pas d'être inquiets quand même, parce qu'on devait avoir des annonces au début, rappelez-vous, ça devait être en septembre. Après, il devait y avoir une conférence de presse qui a été grosso modo pendant la presse du Tour. Je me souviens plus, c'était deux jours. Je crois que c'est 2 jours avant, quelques jours avant. La presse du Tour, c'était il y a 3 semaines quand même. Donc moi, je commence un peu à m'inquiéter, Ouais, mais surtout, en fait, alors je suis désolé, mais nous on est plutôt gentil avec le monde du cyclisme, sauf peut-être la Bahreïn. Mais, et le Movistar. Et la Movistar, évidemment. Mais non. Oh, il y en a d'autres, hein. Je vais pas faire la liste. Mais bon, on connaît Jérôme Pinot, on connaît aussi quelques acteurs qui bossent à l'intérieur, donc on les aime bien. Moi, j'ai vu surtout une haine sur Twitter de personnes qui n'ont pas envie de voir cette équipe, qui ont envie de voir cette équipe sombrer. Je ne comprends pas. C'est le personnage. Le personnage de Jérôme Pinot qui est clivant. Ça reste une équipe avec des gens, c'est des personnes humaines. Le problème, c'est que mécanicien, bien sûr, mais c'est comme toujours, Jérôme Pinot, c'est la tête pensante de l'équipe, c'est le symbole de cette équipe. J'ai pas compris, moi. Il y a deux choses. Il incarne l'équipe, donc si le personnage est clivant, forcément, les gens vont détester dans des proportions qui n'ont pas de sens. Je suis d'accord avec toi. Maintenant... j'ai rien. Je suis contre les gens qui peuvent poster des messages haineux dans tous les sens et insulter absolument les mamans d'absolument tout le monde, tous les coureurs et tout. Mais le problème, c'est que dans ce dossier, il y a quand même une énorme part de mystère et ce flou est quand même très très bizarre. Ça se trouve, je vais monter le podcast, je vais le mettre sur les réseaux et ce débat sera plié puisqu'il y aura une annonce officielle, etc. Et tout. Bref, moi je suis tout cœur avec eux. Voilà. J'aime bien qu'il y ait des équipes. Il y a d'enjeux quand même. Il y a beaucoup d'enjeux. Et Marc Cavendish dans une équipe française, même si on critique souvent les stars qui arrivent dans l'équipe française parce que ça ne marche jamais, là, pourquoi pas, Marc Cavendish. Cavendish, il continue, on sait tous pourquoi. Ouais. On sait tous. Il en veut une. Juste il en a besoin d'une. Et Pinot, il en veut une aussi. Donc forcément, tu as un objectif concordant. Et puis pour Pinot, c'est presque l'assurance d'une place. Donc évidemment, on souhaite tous que ça se fasse. Et Cavendish, il viendra pas en touriste. Il va la préparer sa saison. Il va préparer son affaire. Et puis au sein de BNB, tu as quand même des coureurs rapides pour lui faire un train. Donc ça, c'est intéressant. Cavendish, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui. Maintenant, il faut le payer. Il viendra pas pour 2 euros. Même si à une époque, c'est pas le plus gourmand. Il avait dit qu'il s'était débrouillé. Il faut quand même que tu mais c'est clair. Que tu payes ses équipiers. Il n'y a pas que lui, c'est ses équipiers, tout à fait. C'est sûr que c'est pas Pierre Rolland qui va le lancer pour les sprints. On l'adore, évidemment. Non, mais attends. Alors là, on est mal barré. On parlait de Cyril Gauthier, Pierre Rolland. De Single Dam, t'as Mozzato, t'as Le Croc, t'as des coureurs super rapides. C'est lui, non aussi, Caseball. Non, mais t'as quand même des mecs qui vont super bien au sprint. Moi, je suis Cavendish, je signe les yeux fermés. En plus, t'as l'assurance d'être le numéro 1, t'es tranquille. Après, encore faut-il que l'équipe perdure.
Voilà, je voulais en faire un petit peu plus long sur ce sujet qui est quand même intéressant, fallait qu'on en parle, parce qu'il y a un sujet qui est moins intéressant, c'est le critérium de Saitama, que vous avez dû voir. On passe. Avec, j'adore, parce que les gens découvrent, mais c'est incroyable et tout, Vingegaard il a gagné, enfin des trucs comme ça, il a gagné à Singapour. Hein. Il a gagné à Singapour. Saitama, c'est Philipsen. Ah mais oui, Philipsen, il a pas lu le scénario quoi. Il tape au sprint les mecs. Attends, on a Froome qui fait Froome qui est poussé par Landa. Non, mais en fait, parlons cyclisme. Tout le monde sait que les critériums sont pipotés. Passons à celui d'après. Philipsen, il viendra plus à un critérium. Il va plus être invité. Comment ça se fait qu'il gagne Peut-être qu'ils avaient envie de faire gagner Philipsen. Attends, il a gagné 2 étapes sur les champs et tout. C'est pas non plus. C'est pas comme en Allemagne, il y avait un critérium il y a quelques années en Allemagne où il y avait un sombre inconnu, un amateur qui avait tapé Greipel et Kittel. Ils se retrouvaient sur le podium, les mecs ils étaient au bout du rouleau, il avait pas compris. Le truc était scripté mais il avait pas lu. C'était le seul à pas avoir ah merde, mon fax. Vous retrouverez facilement, il avait gagné devant Greipel et Kittel. Donc les organisateurs, vous imaginez bien que sur les affiches pour l'année suivante, c'était pas celui qu'ils voulaient quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu d'humour pour le cyclisme. T'as le Gilou local qui vient gagner devant les stars. Salut Greipel, salut Kittel. Voilà. Un peu plus triste du coup, la mort d'Henri Anglan, je vais le dire, qui est mort à l'âge de 89 ans, le deuxième du Tour de France 1959. Je ne l'avais pas vu, évidemment, je n'étais pas né, mais ça reste quand même un grand du cyclisme. Et qui nous a quittés, il fallait le dire. Ouais, et il faut dire aussi qu'il a fait ses premiers pas dans le même club que moi. Ah. Oui, il faut le savoir, le vélo Griffon, mes yeux. Bon, il a un meilleur palmarès que moi à l'arrivée, mais on a quand même des origines. Attends, il a vécu jusqu'à 89 ans avec un palmarès comme ça, il a eu le temps de se forger. Toi, tu as encore le temps. Moi, j'ai encore le temps, mais j'ai plus vraiment de kilomètres à Strava, donc il va falloir s'y remettre. D'accord, ok. On est à 0 sur 2022, je préfère. Ah, c'est pas mal. Vraiment, on est à 0 km. Ah oui, voilà. J'ai un vélo là. Tu prépares 2024. Ouais, moi je prépare les jeux, moi. Surtout que tu viens en trottinette maintenant, même pas en vélo, donc c'est sûr que là, les kilomètres au compteur restent bloqués à 0. On passe à l'invité quand même, parce qu'on a passé pas mal de temps. Du coup, je vous laisse. Je reviens. Rémi, toi, tu dois y boire un coup. Allez, je vais boire un petit coup. Je vais boire un petit coup, et puis on reste. Prends ma bouteille. Rémi, tu rentres chez toi. Puis je vais le faire depuis là-bas. De loin, et puis on accueille évidemment Juliette Labousse qui attend depuis tout à l'heure, qui nous attend, l'invité de ce podcast, de ce bilan. J'espère qu'elle n'a pas attendu tout le week-end, parce qu'en plus il y avait un jour férié, donc ça risque d'être un peu long. Oui, ça a été peut-être un peu long, mais voilà, elle est avec nous, c'est tout de suite. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. On a parlé du circuit masculin en faisant un premier bilan de la saison. On voulait évidemment faire un bilan du cyclisme féminin, mais on ne va pas le faire seul, puisqu'il y a Juliette Labousse avec nous, coureuse chez DSM. Bonjour Juliette. Bonjour. Bon alors, cette saison de cyclisme féminin, elle est particulière, j'ai envie de dire même historique, avec déjà un calendrier plus qu'étoffé, de plus en plus étoffé en tout cas en 2022. Comme tu as fait beaucoup de courses cette année, tu es la première au courant. Oui, c'est sûr que de plus en plus, il faut choisir ses courses, alors qu'avant, c'était presque possible de faire, par exemple, toutes les courses pour le Tour, alors que maintenant, il y a de plus en plus de courses, donc il faut vraiment sélectionner ses objectifs et quelles courses on fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est, comme vous l'avez dit, une saison historique avec surtout le premier Tour de France femme de la nouvelle ère, quoi. Donc, c'était vraiment une saison particulière, en tout cas. Oui, on dit une saison historique, évidemment, pour la réédition du Tour de France cette année. 4e au général, déjà bravo, mais je voulais dire aussi, c'était un petit peu la folie sur les routes. Comment c'était ce Tour de France féminin de l'intérieur ? Ouais, c'était vraiment franchement exceptionnel. Je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai vécues, parce que de plus en plus de monde en plus au bord des routes, je trouve, au fur et à mesure des jours, comme si les gens, à force de voir à la télé, se sont dit on va aller voir en vrai. Surtout que ça finissait sur la planche des belles filles, donc c'était pendant le week-end, donc je pense que ça a joué aussi. Mais puis vraiment de plus en plus de monde qui m'encourageait aussi, surtout que c'était sur mes routes à la fin, sur les routes pas très loin de chez moi. Donc non, c'était vraiment magique, et c'était stressant bien sûr, mais c'était aussi du plaisir, quoi. Justement, tu parles du public qui était de plus en plus nombreux sur le bord des routes. Est-ce que tu t'es soutenu justement par ce public français? Oui, énormément. C'est vrai que ça soit sur les routes ou même au départ et aux arrivées, j'ai eu beaucoup d'engouement, des petites filles qui venaient me faire signer des autographes, des petits garçons aussi bien sûr, et puis des personnes qui venaient me féliciter, m'encourager. C'est vraiment particulier, ça nous arrive pas souvent sur les courses. En tout cas pour moi, c'était un peu multiplié par 10 de tout ce que j'avais l'habitude.
Donc non, c'était vraiment particulier et surtout, comme je l'ai dit, surtout dans le dernier week-end où c'était vraiment pas loin de chez moi, donc il y avait beaucoup de personnes que je connaissais aussi, donc j'ai vraiment senti ça et ça m'a forcément poussé vers le haut aussi. Il y a un réel engouement pour le Tour de France féminin, mais aussi pour le cyclisme féminin maintenant. Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus d'attrait, hein, on peut en parler aussi par rapport, pourquoi pas aux médias, mais aussi au public? Oui, bien sûr, ouais, je pense que surtout dans le grand public, je pense qu'on voit pas mal de changements. Enfin, les gens nous considèrent beaucoup plus. Ils savent que maintenant on est quand même professionnels, la plupart d'entre nous. Donc non, on voit vraiment ce changement et je pense que c'est aussi dû à la médiatisation parce qu'avant les gens ils pouvaient pas forcément suivre les courses à la télé. Donc depuis que quasiment toutes nos courses sont télévisées, en tout cas les grosses courses, je pense que ça a changé et puis oui, voilà, bien, même dans le cyclisme en soi, je pense que les spécialistes qui étaient peut-être un peu ils savaient pas encore trop s'ils étaient fans du cyclisme féminin ou pas. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui se disent que finalement c'est aussi bien que les garçons, voire mieux certaines fois. Donc non, on sent cette différence, ouais. Et 2023 va être encore mieux? J'espère, hein, je pense que les gens vont quand même continuer dans ce sens-là, qu'ils vont continuer à suivre et j'espère en tout cas qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont regarder les courses avant le Tour de France aussi. Alors on est en train déjà de parler de 2023. On peut aussi faire le bilan de 2022. Tu as participé aux 3 grands tours, top 10 au général à chaque fois. On s'est amusé avec Johan à regarder les classements. Vous êtes 4 à l'avoir fait. Est-ce que tu as les noms des 3 autres filles qui l'ont fait avec toi? Je les avais vus. Il y a Annemiek van Vleuten. Oui, ça, je pense qu'il y a Elisa Longo-Borghini, certainement. Oui, bonne réponse. Tout à fait. Et il m'en manque Cécilie Trépudvic. Si, je suis pas c'est une sûre. bonne réponse. Si, on va pas l'inviter pour les quiz. Hein. Ah oui, il vaut mieux pas. Et est-ce que c'est bien justement quel sentiment ça fait justement d'avoir pu faire ces 3 grands tours, même si c'est sur une semaine, ça s'enchaîne plus vite que les 3 semaines chez les hommes, mais je suppose que il y a une certaine satisfaction d'avoir fait ce Giro, cette Vuelta et ce Tour de France. Oui, bien sûr, oui. Je pense que ça montre que c'est la saison vraiment la plus aboutie pour moi, que j'étais régulière quasiment tout au long de la saison. Donc, j'étais vraiment contente. Le plus dur, je pense que c'était la Vuelta, c'était que sur 5 jours, mais j'étais quand même vraiment pas j'avais pas des sensations exceptionnelles, j'étais fatiguée. Je sais pas trop comment l'expliquer, je pense que c'est parce que je dormais mal là-bas et que normalement je dors toujours bien. Mais du coup, j'ai fait 9e, mais j'avais pas l'impression d'avoir terminé 9e, quoi. J'étais vraiment pas comme sur le Tour de France ou le Giro. Mais en tout cas, oui, j'étais contente. C'est vrai que c'est une statistique quand même sympa et c'est la première fois qu'il y avait les trois grands tours entre guillemets, donc c'est bien d'avoir pu faire ça la première année, quoi. Pourtant, tu aimes bien l'Espagne puisque tu as gagné ton premier classement général cette année là-bas sur le Tour de Burgos. Félicitations, bravo. Et est-ce que tu sens que tu progresses d'année en année? Parce que là, ça y est, les steps sont en train de passer étape par étape. Hein. On a vu aussi cette victoire sur le Tour d'Italie, sur l'étape Rennes. Là, tu as l'impression à 24 ans de progresser encore. Ouais, je pense que je peux encore passer des paliers et c'est vrai que l'année 2021, je sentais que je progressais mais que j'étais encore pas en capacité de rivaliser avec les meilleurs. Et cette année, je l'ai senti un petit peu de plus en plus, surtout à partir de Itzulia, donc le Tour du Pays Basque où j'étais quand même parmi les meilleurs. Et puis j'ai eu ce déclic à Burgos, l'avant-dernière étape où je me suis dit demain je peux gagner, je suis en capacité de gagner le général et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça y est, j'étais dans la cour des grandes, entre guillemets, même s'il reste bien sûr encore beaucoup de travail. Il y a quand même des filles qui sont plus fortes que moi physiquement et je vais tout faire pour continuer de progresser en tout cas. Et justement, il n'y a pas que toi qui a progressé. Est-ce que tu trouves que le niveau du cyclisme féminin en général a progressé? Oui, je pense. Hein. Depuis que je suis passée pro, je pense que le niveau il fait que d'augmenter. C'est vrai que ma première année, j'avais réussi à faire par exemple la top 10 en course World Tour alors que j'étais quand même beaucoup moins forte que maintenant. Je pense que si c'était maintenant, peut-être que j'arriverais pas à faire ces résultats-là, on ne sait pas, mais je pense que le niveau, en tout cas physique, a vraiment augmenté et qu'il est beaucoup plus homogène qu'avant, quoi. Qu'est-ce qui manque selon toi encore au cyclisme féminin pour encore passer un palier, que ce soit au niveau de l'engouement, même si ça prend aussi, au niveau des filles, même aussi tout simplement au niveau des cyclistes. Qu'est-ce qui manque encore à ce cyclisme? Je pense qu'il faudra attendre déjà quelques années parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui sont créées, mais en fait, il y a eu beaucoup de filles qui ont arrêté entre-temps au niveau amateur parce qu'elles n'avaient pas d'équipe dans lesquelles passer pro. Du coup, il y a un peu ce moment, je pense,
de transition. Et puis, je pense aussi qu'il faudra que les équipes continentales soient peut-être un peu plus professionnalisées, avec peut-être la mise en place de 2 niveaux, avec Conti Pro et Conti, comme chez les garçons. Parce que pour l'instant, il y a les équipes World Tour où c'est vraiment très structuré, professionnalisé, les filles ont un salaire minimum, etc. Mais par contre, après, il y a vraiment de tout. Il y a encore des filles qui doivent travailler à côté quand elles sont dans des équipes continentales. Donc, je pense que c'est le prochain palier à passer pour vraiment dire que le cyclisme féminin, il est vraiment professionnalisé. Je pense que c'est la plus grande chose. Et puis, bien sûr, qu'il y ait de plus en plus de courses télévisées, que les gens regardent de plus en plus. Je pense que c'est ça qui va faire progresser, amener des sponsors. Et dans quelques années, comme j'ai dit, les filles, le niveau va continuer d'augmenter parce que les filles en amatrices vont être plus fortes aussi, quoi. Elles vont avoir envie de faire comme les filles qu'elles ont Voilà. découvert sur le Tour de France. Avec ce Tour de France justement féminin et la montée du cyclisme féminin, tu as l'impression de devenir de plus en plus une star, comme les garçons, j'ai envie de dire entre guillemets. Une star, je sais pas quand même, mais en tout cas plus connue. Je vois que ce soit dans ma région, si on parle avec des gens, ils ont suivi le Tour de France, donc ça c'est quand même quelque chose de particulier. Puis ça les a marqués, j'ai l'impression. Et donc forcément, je suis plus connue qu'avant. Et puis aussi chez les jeunes filles, je vois qu'il y en a quelques-unes qui me prennent pour exemple, donc ça fait plaisir. Et je pense qu'on n'en est pas encore au niveau des garçons, parce que bien sûr, pour l'instant c'était quand même moins médiatisé et puis il y avait moins de grosses courses qui marquaient les gens. Mais je pense que ça va continuer et que peut-être un jour on sera autant des stars que les garçons, on va dire. Pourtant, tu as ton article dans Closer. Alors, je ne sais pas si tu Ouais. l'as lu. Alors, l'article est incroyable. C'est qui est le compagnon de Juliette Labousse. Ouais. Voilà, Ouais, je l'ai vu. Il y avait quelques erreurs, mais c'était marrant quand même. Il y a pas mal de gens qui me l'ont envoyé. C'était marrant. Ouais, j'ai été surpris quand j'ai vu l'article de Closer. Mais bon, ça veut dire que ça y est, t'es devenu une star. Justement, ton temps est évidemment précieux maintenant, mais on te garde encore quelques petites secondes, quelques petites minutes pour une chronique que tu as dû connaître puisque tu es venu plusieurs fois dans Ça déraille. Mais c'est la giclette avec des questions courtes et des réponses normalement courtes. C'est la giclette tout de suite. Ok. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Alors, première interrogation, évidemment, réponse la plus courte possible. Tu as le plus de chances de battre Van Vleuten en montagne, Lorena Wiebes au sprint ou Hélène Van Dijk sur un chrono? Oh, peut-être Annemiek van Vleuten en montagne, même c'est pas encore sûr. Non, mais en fait, elles sont tellement stratosphériques en ce moment que je me posais la question. En plus, tu connais bien Ouais, Lorena Wiebes, même si elle part de... Lorena, c'est sûr que ça battrait jamais au sprint. Donc je pensais bien que tu n'allais pas dire ça. Tu préfères monter sur le podium du Tour de France l'an prochain ou gagner une étape? Monter sur le podium, du général. Tu ne trouves pas que le parcours du Tour de France 2023, il n'est pas top en fait, parce qu'il ne passe pas par la Franche-Comté comme en 2022? Il faudrait qu'il y passe tous les ans pour que ça soit super. Peut-être un jour, peut-être un jour. Et justement, on s'arrête juste 2 secondes. Il y a le chrono sur le Tour de France 2023, il y a un peu de montagne, on est dans le sud. Bon, on t'a vu lors de la présentation du Tour de France 2023, mais il est top ce parcours. Oui, franchement, il est bien, il y a vraiment de tout, il est très varié. Je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Et puis les 2 étapes vraiment dures, elles sont encore situées à la fin, donc ça va vraiment jouer sur la récupération. Le chrono aussi, parce que du coup ça va être après une étape de montagne, donc ça va être particulier et je suis contente. On parlait de Franche-Comté, justement, c'est quoi la plus belle région? C'est la Bretagne ou la Franche-Comté? Je préfère quand même la Franche-Comté, j'y habite, j'ai grandi depuis toute petite, donc je suis à la Franche-Comté, mais j'adore aussi la Bretagne, donc on va pas faire de jaloux. Ouais, je pensais bien. Alors, le Vélo d'Or féminin va être remis pour la première fois cette année. Bon, on est d'accord, le Vélo d'Or français, il est pour toi, non? Je pense pas. Il y a quand même des filles qui ont fait vraiment des belles choses. Je pense que ce soit Pauline Ferrand-Prévot qui a eu énormément de titres de championne du monde, je sais plus, du coup 4. Donc non, c'est impressionnant. Puis même, par exemple, Mathilde Gros qui a été championne du monde aussi sur piste. Non, je me sentirais pas légitime à ce Vélo d'Or féminin quand même. Il y a quand même du suspense, on verra bien. Allez, à vous nous, ici sur Ça déraille. Maintenant, tu grimpes mieux que Clément Berthet, qui est ton compagnon, je le rappelle. Non, toujours pas. Jamais non plus, je pense. Ça va arriver, t'as encore le temps. Merci beaucoup Juliette d'avoir été avec nous sur Ça déraille. Merci. Et puis bonne fin de, j'ai envie de dire fin de saison, fin d'année, c'est l'entraînement. Et puis on te retrouvera à coup sûr sur les routes en 2023 avec, je l'espère, encore plus de succès que cette année, même si tu as mis la barre assez haute. J'espère aussi.
Et après Juliette Labrousse que nous venons d'entendre, nous allons passer au sprint final. On reste sur le bilan de la saison avec nos paris de l'année qui ont été, pour la plupart, très très réussis. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Donc nos paris de l'année, on avait dit... Pourquoi il rigole? Je sais pas, parce qu'à mon avis... il y en a Mais non, un mais peu- dès qu'on a parlé de faire cette saison bilan, j'ai repensé à mon Jack. Mais ne spoil pas les gens, c'est mon préféré. Bon bref, on a donc nos stars, nos surprises, nos espoirs et nos Il a dit où, déceptions. Jack Egg Attends, tu vas après. Donc il y a du déchet, mais aussi de belles réussites et beaucoup de déchets. Donc on avait fait, attends, j'aurais dit les stars, les surprises, les espoirs et les déceptions de l'année. On avait dit c'est ça. C'est bon, laissez-moi tranquille, je m'en vais. Donc Bah non, reste, t'étais déjà pas là pour Ah ouais, le pardon. Ouais, reviens. Donc on commence, ça a été un peu plus rapide cette partie, on commence avec nos stars de la saison. Ouais. Donc Jérémy avec Anthony, vous avez mis Van Aert. Ah bon? Oui, vous J'ai avez mis Van Aert, Oui, moi. vous aviez mis Van Aert. Est-ce que Sur tu ce penses que tu que ton pari a été validé? C'est l'une des stars de la saison. C'est pas Non. la star. Bah non. Non, pas assez. Ah, mais- Moi j'avais mis oui quand même. Mais pourquoi j'ai mis Van Aert? Mais parce que t'as dit. Alors je me souviens. Oui, t'as si, dit- malade. j'ai mis Van Je Aert. vais mettre comme Anthony. Voilà. c'est Ah que non, t'as alors déjà, j'ai certainement pas dit ça. dit. Si. Non. Ah, je ressortirai les bobines. Non, je me rappelle pourquoi j'ai dit ça maintenant qu'on en parle, c'est qu'il avait fait l'impasse sur Fayetteville. Il a eu du pif encore celui-là. Et il s'est dit, je vais faire une grosse saison de classique et je fais une croix sur le titre qui me tend les bras au cyclocross et je me suis dit, s'il fait ça, à mon avis, c'est qu'il prépare son affaire. Bon bah, il est passé à côté, il a eu le Covid au mauvais moment. Il a fait quand même, c'était la star du Tour quand même, faut le dire. Ouais. Bon, moi je trouve que c'était même trop la star du Tour, mais globalement, si tu dois te dire qui est la star de la saison, bah, c'est soit Pogacar, soit Evenepoel. Oui, même si on a déjà un petit Oh, peu c'est tranché Evenepoel, dans les derniers épisodes. En fait, donc c'était ça pour vous deux. Rémi Roglic, donc là ça commence déjà très bien, donc c'est non. Oui, il fait un peu froid, la clim. Donc mais après. J'ai été très très nul sur Non, ça. mais Ouais, après, c'est encore une incroyable. fois, malchanceux, comme Julien Lafilippe, Roglic, à chaque fois, il y avait un truc, il a mal au dos, il Après- tombe. Après, de toute façon, moi, quand je le dis en début d'année, je me dis, cette année, il fait le Tour. Cette année, c'est le Tour de France. S'il gagne la Vuelta il y a 2 mois, ça change rien Ouais, à ton au prono, fait ouais. que c'est pas la star quoi qu'il arrive, parce que Roglic, on attend qu'il gagne le Tour de France en fait. Et la Vuelta, c'est bien gentil, mais à un moment, il faut gagner un niveau au-dessus quand même. Avec tout l'amour que j'ai pour la Vuelta. Ah bah oui. Et puis même en début d'année, il a pas tant gagné que ça. Enfin, ça n'a pas été une bonne saison pour Primoz, indéniablement. Oui, Primoz qui nous a habitués pourtant à au moins gagner la Vuelta. Au moins. T'avais Mickey? Ah non, mais j'allais y arriver. Moi, j'étais Alejandro Valverde. Non, mais attends, C'est vrai, t'avais j'avais dit la expliqué, dernière. Parce que c'est la dernière, il va rien faire. C'est bon, j'en Voilà. ai assez entendu pour aujourd'hui. Donc les stars, Attends, on il y a s'est pire qui planté. arrive. Alors, il y a les surprises de l'année. Ah, Alors, vu que t'as pas, en fait, c'est bien que t'as pas Mais si, préparé parce j'avais que tu mis découvres. Jevine. Jevine. Est-ce que on peut le considérer comme surprise après sa demi-Vuelta parce qu'il a abandonné au bout de 2 semaines. je trouve quand surprise même De que victoire d'étape, est-ce ouais, que c'est la vraiment une double- surprise? La double victoire valide quand même. Te sauve un peu, on va dire. Me sauve parce que c'est vrai que on avait fait le bilan de mi-saison et là j'étais pas du tout convaincu. Je le trouvais à côté de ses pompes. Sur la Vuelta, on a vu quand même du très très bon Jevine. Il est tombé alors qu'il aurait pu aller chercher aussi le maillot de grimpeur. Derrière, il est recruté par UAE Emirates pour intégrer la garde rapprochée de Pogacar. Donc globalement, c'est vrai que si tu me demandes au début de la Vuelta, je te dis c'est à côté. Si tu me demandes à la fin de la Vuelta, ouais, ça me conforte dans mon choix. Il y a eu de meilleures surprises, mais je pense que c'était le top 10 des plus belles surprises de la saison. Donc ok pour moi. Laporte, donc pour les surprises de la saison pour Anthony Colla. Donc Ultra ça, validé. Oui, donc Oui. là, Même ça fait si partie pour des moi, surprises. C'est pas vraiment une surprise Voilà. après. Même si pour moi, attention, hein, Laporte, c'était déjà un très bon coureur, c'est devenu un phénomène, mais ça a été une surprise pour personne hein, finalement. Ouais, en vrai, je suis en train de regarder pour les surprises de l'année. Pourquoi pas Jonas Vingegaard, parce qu'il gagne le Tour de France. Oui, ça oui, reste oui, une oui, surprise. oui, ça, oui. Mats Pedersen. Attends, on reste moi, avec, Mats moi, Pedersen, le moi, retour. il y a Vingegaard, je me rappelle que j'ai mis dans une autre catégorie, donc attendons pour nous régaler. Mats Pedersen qui peut être dans cette catégorie Non. et le retour quand même. et Retour au Hindley, premier plan. Hindley, voilà pour Ah bah les Hindley, surprises, oui, vraiment. Hindley, oui. Hindley, évidemment. Evenepoel, Oui, Evenepoel, petite quelque surprise part, quand même ouais. de le voir à ce point-là. Oui, mais bon. Après, on c'est savait qu'il déjà était la capable. star. Oui, c'est une star donc. Donc voilà. Pour Non, moi, mais j'avais Pedersen, je suis pas d'accord. Hein. Pedersen, non. Non. Il a gagné 4 étapes sur la Volta, mais il n'y avait pas de et sprinter. il est au ranking au classement de l'année, Ah, mais il est il quand gagne aussi sur le même Tour. 6ème. Ouais, ouais. Il est 6ème, il gagne aussi sur le Tour et tout. Il est 6ème. Ouais, mais attends, c'est pas mal. Pedersen.
C'est Pedersen, c'est un ancien champion Oui, du monde. mais bon, Mais t'es en perte de c'est- vitesse depuis quelques mois. Depuis qu'il a gagné le mondial. Ouais, Euh, ouais, pour être Voilà. gentil. Pour moi, c'était Groenewegen. Donc, j'allais dire qu'il allait gagner tous les sprints cette saison. Moi, je dis moyen. Parce qu'il a quand même gagné sur le tour. Bon, c'est pas Oui, l'énorme c'est surprise. retour. Mais Retour, il est revenu à un niveau Retour correct. à un bon Oui. bon plan. J'ai bon mis plan moyen. des sprinters. J'ai du mal quand même à le mettre dans les surprises parce que ça reste un top Oui, sprinter. mais parce qu'il était, avec la chute, Oui, non, mais Cobsen, etc., il était tombé dans il les change méandres. d'équipe, ouais. il change de train, c'est pas évident de s'adapter. Après, oui, je l'avais mis dans la surprise en mode il va dominer le sprint mondial. Bon, ça n'a pas Non, mais forcément été le cas. C'est sûr que si tu fais un top 3, il est pas dedans. Ensuite, bon, mon préféré, Jack Haig. Donc, surprise de la saison. Grosse surprise en vrai, puisqu'on l'a pas vu du tout. Bah oui. C'est. Bah, Alors moi, je l'ai vu, il était- Jack Haig. Hein. Je l'ai vu, mais dans Non, le tu mens, c'est faux. Si, je l'ai vu cette année, dans le documentaire Movistar. Ah oui, d'accord. qui traite de la saison d'avant. Là, on l'a bien vu. Alors, Non, il mais- fait quand même 5ème du Dauphiné. Ouais. Ensuite, il fait 4 jours de Tour de France. Terminé Oui. la saison. Bah oui. Ah oui. Non, bah, après, il y a la chute qui fait que. Bah, après, même déjà à mi-saison, je savais que mon plan était foireux. Pour moi, Jack Haig, il montait en puissance. Par contre, tu vois, un Jack Haig je la refais, comme toi. Au Faut arrêter de contraire le faire d'un le matin. Roglic, s'il gagne la Vuelta, par contre, là pour moi, c'est une surprise. Mais ça aurait été surtout surprise entre guillemets parce que en fait ça aurait été la conséquence de sa progression depuis plusieurs années. Bon bah là on est sur une saison fantomatique pour lui donc raté voilà. complet. Donc on a parlé aussi des surprises potentielles de l'année. C'est vrai que c'est difficile de faire cette catégorie, mais bon, on essaye d'avoir quelques noms. Les espoirs maintenant de l'année. Alors Jérémy Guirmet. Bon voilà, J'ai rien à dire. rien à dire. Oui. Tu as eu bon. Alors on a tous eu bon, sauf un, c'est moi évidemment. Carlos Rodriguez pour toi, oui. Rémi, c'est bon. Ouais, Surtout bah, après Ça, la Vuelta. je suis un vrai scout. Franchement, c'est c'est plus que bon, Rodriguez. Ouais, je c'est vais te vraiment- dire un truc, c'est vraiment, c'est même mieux que Guirmet. Ah bon. Bravo. Bravo. mon appréciation. Bravo. Si. Ça se vaut parce que Non. Guirmet a une très belle victoire et mais Guirmet a deux très belles victoires même. À si 6 elle- très bons mois. Derrière, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas une saison complète mais Ensuite, pour Anthony, il y a Butrago. Alors, Oui, non, mais admettons. ouais, c'est pas d'un désespoir de l'année. Il a gagné, c'est vrai, sur le Giro, mais ce n'est pas après derrière. Il a on gagné en Arabie Saoudite au début de saison aussi, si je dis pas de C'est conneries. pour ça qu'il a dû le mettre mettre. au tout début d'année. Ouais. Ouais, l'étape. c'est ça. Ouais, sur le Saudi Ouais. Tour et puis après sur le Tour de Burgos. C'est un 11 sur 20 quoi. Non. Allez, mention passable éventuellement. Voilà. Moi, Anthony, j'avais. c'est bien déjà. J'avais. Ah bah, Ouais, c'est très très bien. à mon avis, à l'école, il a pas souvent eu 11 sur 20 à mon avis. Hein. Parce que déjà, il voulait mettre dans les surprises Van Aert. Alors, en essayant Oui, de voilà, dire. d'accord. Oui, ok. c'est vrai. Johannessen pour moi. Alors déception parce qu'on l'a vu un petit peu en début de saison et après Non, c'est vrai malheureusement et tout ça a été compliqué. Sinon dans les Il est toujours chez Uno-X, ouais. Uno-X l'année prochaine. en tout cas, hein. ouais, Il a pour pas- l'instant, ouais, il n'y a pas changé. genre Ineos qui a été Uno X, cherché. globalement, ça a été un peu décevant aussi. Ouais, faut c'est le une mauvaise dire, saison, On là. l'a Bah, pas beaucoup vu. hypé au début de saison, tu vois, parce que tu as eu quelques résultats, des victoires au sprint, Johannessen qui a eu gagné une fois, je crois, un truc comme ça, et puis après derrière, c'était un peu plus difficile. Et c'est difficile quand tu Alvorsen, n'existes plus complètement aussi. Hein. transparent, par Quand exemple. t'es pas sur le tour, quand t'es pas sur Ouais, un grand oui, tour. oui, non, mais Je veux dire, autant il y avait match l'année dernière entre BNB et Uno X, à mon sens, pour une place sur le Tour 2022, autant l'année prochaine, si Ouais. je dois attribuer, là, j'hésite pas trop, parce qu'en plus, avec l'émergence des jeunes pépites, les Axel Laurence et compagnie, Ouais. il y a une équipe qui a pris quand même un peu le pas sur l'autre, mais on va pas enterrer tout de suite Uno X, parce qu'en plus, il y a Christophe qui revient, donc ça risque de peser. C'est vrai, Alexander Christophe qui est 9ème au classement. Oui, Je sais pareil, pas comment. Alors, incroyable. alors, il a beaucoup gagné des petites courses, mais il a énormément gagné et Ouais. beaucoup de points. Il est top 10 UCI. Hein, à la Ouais, fin. c'est ça, c'est ce que je suis en train de voir. Pour les surprises de la saison, donc on avait manqué Arnaud Delis, clairement. Hein, pour les espoirs, pardon, les espoirs. Arnaud Delis, oui. Arnaud Delis, Arnaud Delis, clairement. un numéro 1 en incroyable. fait. Hein. Ouais. Numéro, c'est le numéro. On verra ensuite, évidemment, on fera nos classements, mais je regarde pour ceux de cette année, mais en regardant les jeunes, je note aussi Timena Heinzmann qui est dans le top 25, Ouais. donc il est 24e. On a Ethan Hayter qui est pas très loin aussi dans le top 30. Ouais, mais voilà, Ethan en Hayter, gros, j'ai l'impression qu'on a un mois de débat cette année par rapport à ça. Donc voilà, on peut enchaîner sur la dernière catégorie. Donc là, on garde le meilleur pour la fin. Ouais, évidemment. mais je sais. Hein, je suis Alors conscient. Rémi, Henrik Mas, déception de l'année. J'ai envie de dire, tu as tort parce que quand J'ai même, tort quand même. sur ce dernier Même mois. s'il aime bien faire de deuxième, course. quand même. J'ai tort sur le dernier mois de course, clairement. Sa Vuelta était relativement solide. Hein. Il était bon. Il est très bon sur le Tour de Lombardie. Bon, même s'il peut pas jouer sur. Au sprint. Il est très con, mais il est très bon. Ouais. Ouais. Mais il aime chez bien Movistar, faire deuxième, quoi.
Il aime bien Non, faire mais deuxième. il aime bien faire deuxième, À, oui. à force de garder les roues, au bout d'un moment, c'est sûr que Puis tu pourras il pas gagne faire le Giro du premier. d'Emilia. Donc bon. Voilà. Non, bah oui. Après, c'est pas une bonne saison, mais c'est pas une déception. Oui, Voilà. voilà. Moi, je m'attendais à bien mais pire bon, de la part de c'est Kevin sûr Magnussen. que Il a les 6 marqué premiers des points mois. très importants pour Ah sauver oui. Movistar. Ah quand bah même. en plus, plus, je pense qu'il oui. le sauve. Mais si tu regardes les 6 premiers mois, c'est vrai que t'as raison, puis finalement, il t'a Ouais. donné. Mais en fait, c'est toujours pareil. Mas, il marche sur les 2 derniers mois de l'année, on le sait. Déjà sur le tour, il se montre un peu, et puis après, il accélère sur la Volta. Anthony avait mis Peter Sagan, évidemment. Bon, là, Il n'y a pas de On lui a débat. pas de débat non plus, c'est un grand oui. J'avais mis Vincenzo Nibali. Donc moyen, parce qu'il fait quand même un gros Giro, mais après, on le Il voit fait plus 4, trop. mais bon. Voilà. Il fait Dans quatre, des quatre, circonstances particulières Ouais, après, ouais. mais bon, il a quand même réussi à suivre là où Moi- sur les autres moi, je courses, te en le fait, il n'a valide, jamais hein. été présent. Moi, je te le Oui, dis. oui. Parce que Ah sur ouais le Giro, il a pas j'ai fait mis de- moyen, moi, tu vois. Non, non, Moyennas. Moi, ouais. je suis dans le Moyennas, tu vois. Non, J'ai mis Nibali. Johannessen bof, Groenewegen moyen. Moi, je suis vraiment dans. Non, Nibali, ça passe. Et le dernier, donc la déception de la saison pour Jérémy Sakian qui va faire plaisir à beaucoup de monde, surtout ses détracteurs. Jonas Vingegaard. Donc là, c'est sûr que c'est une déception. Ah bah là, c'est pépite. Eh, attends, à part le Tour de France, il y a quoi à Alors, côté je rappelle quand même pourquoi j'ai dit ça. C'est qu'il avait placé la barre très très haute l'an passé en Ouais. reprenant le leadership en cours de Tour de France et en prenant la 2e place et en étant le meilleur des autres finalement derrière Pogacar. Et je m'étais dit, comment va-t-il gérer la pression de partager le leadership avec Roglic qui a plus d'expérience, qui présente plus de garanties. Et clairement, je n'y croyais pas. J'ai été encore conforté par le Dauphiné où il s'est mis au service de Roglic en me disant il va se contenter d'un rôle de faire valoir. Et le début de Tour de France a complètement inversé la tendance. Il était plus fort, il a été mieux préservé aussi par les coéquipiers, notamment sur l'étape des pavés, parce qu'il tombe avant Roglic. Donc il a quasiment toute la Jumbo à ses côtés. Et quand Roglic tombe derrière, alors il se fait un peu plus mal en plus que Vingegaard, mais il se retrouve tout seul dans la Pampa. C'est aussi sur des détails que ça se joue, mais évidemment, à l'arrivée, le mec qui gagne le Tour de France, c'est pas la déception de la saison. Non, ça c'est clair. Donc du bon et du moins bon. On a eu le nez des fois, d'autres pas, mais on recommencera bien sûr en 2023 Bien sûr, pour évidemment. tous ces pronostics parce qu'on se régale en fin d'année de voir ce qu'on a dit comme bêtises. C'est terminé donc pour le bilan de cette saison. On va passer peut-être au quiz de la saison. Je ne sais pas, Jérémy, c'est un petit peu comme ça, oui. Ouais, c'est dans l'idée, c'est ça. Très bien, je lance le jingle et c'est bon. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. Jérôme. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. On est de retour donc dans Saderail pour ce quiz. Alors sachant qu'il reste plus beaucoup d'épisodes cette saison, il C'est reste plié. encore un ou deux. C'est plié. C'est facile. Je suis Remco Evenepoel dans la Volta. J'ai 12 points, Anthony 7, Gilles 6, Rémi 4. Il a fait beaucoup de quiz cette saison, mais 4 points seulement. C'est pas possible, et Jérémy, je on peux a en un. citer 5 que j'ai Ouais. gagné. Mais moi, j'ai un très bon ratio, je vous rappelle, j'ai 100% de Oui, réussite. 100% de victoire pour Jérémy. C'est incroyable. Bon, effectivement, on est en fin de saison, c'est l'heure de penser au Vélo d'Or, et donc vous aurez un quiz 100% Vélo d'Or, un quiz Ah qui, oui, je très m'attendais pas. sincèrement, est extrêmement difficile. Ah oui, parce que. Faut le dire. Aïe aïe aïe. J'ai 8 questions, je crois. Il y a des possibilités de marquer plusieurs points sur certaines questions, vous allez voir, mais c'est très compliqué. Vraiment, première question, vous avez une proposition Il y a les chacun. cadors là. Le premier vainqueur du Vélo d'Or, c'était en 1992. C'était qui? Miguel Indurain. Miguel Indurain. Voilà. Pour Johan Je prends les Fritz. points faciles. Pour les points faciles. Le dernier non-européen, non pas vainqueur, mais sur le podium du Vélo d'Or, c'était qui? Non européen. Sur le podium du Vélo d'Or. Il n'était pas vainqueur. Quintana. C'était pas Quintana. Aïe, Alors, vous aïe, m'avez aïe, donné le même, ouais. donc vous pouvez rejouer. Il faut trouver donc Le dernier non-européen sur le podium du Vélo d'Or. Et cette année-là, le Vélo d'Or est remporté par Julien Alaphilippe. C'est un petit indice. Ouais, c'est vrai ça. C'est même un gros indice, mais bon. C'est vrai ça, qui remporte. Ouais, je vous laisse encore 10 secondes et on passera ensuite. Carapace. Carapace, non, c'est pas Carapace. Michael Matthews. Michael Matthews, non, en 2019, c'était Egan Bernal. Ah, mais bah oui, non, 2019, on a complètement oublié ce type. Ouais, et bon, il avait Il a juste pas gagné le tour, Egan Bernal. vu ce que j'ai Non, je raconté crois sur pas. Il Vingegaard. a pas gagné le tour, c'est Le Thibaut. tour s'est arrêté, je crois. Il s'est Oui, arrêté il s'est sur arrêté. Moi, j'ai une pas vu la 19e fin. Non, j'ai étape. pas vu la fin. Il y a 3 points à se faire sur la prochaine question, donc vous aurez chacun
3 possibilités de réponse, vous pouvez les aligner sans problème. 3 Italiens ont remporté le Vélo d'Or, c'était qui? Bettini. Bettini 1, donc un partout. Nibali. Nibali non. Non, tu il n'as n'a pas plus qu'une gagné, chance. Nibali. Je me rappelle avoir fait un quiz dessus. Donc, Bettini. Un partout. Cipollini. Cipollini 2-1. Johan, tu as 2 possibilités de réponse. Rémi, tu n'en as plus qu'une. Donc, il ne reste plus qu'un là. Il On ne va reste s'en plus trouver. qu'un. Cipollini, Bettini. Cunego. Cunego, c'est pas bon. Oh. 2e en 2004. Il l'aurait mérité. Aïe, 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 aïe. Donc, on est là, on est. Vous n'avez plus qu'une réponse chacun. Et il est évident. Hein. J'hésite. Rebellin. Mais pas du tout. Di Luca. Mais non. Mais non, c'est ce que j'aurais dit aussi. Mais en 1998, messieurs, qui a fait le doublé? Eh oui, Giro Tour, Marco Non, mais, Pantani. pareil. Oh là 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 là, c'est. En fait, je suis pas remonté aussi loin. Eh oui, parce que je vous ai mis dans la première question la date du premier oui, Vélo mais d'Or. je le c'était savais. 92. Marco, bien oui. sûr. En plus, Et je vois mal avec son J'ai réfléchi vélo dans les d'or, 90, mais j'avais que Bon, des classiques. Rebellin, quand il fait le triplé Ardennais, il l'aurait peut-être. Bah oui, mérité c'est pour aussi. ça. Quand c'est facile, je me suis dit, Le oh. problème, c'est qu'Armstrong qu'en a pris beaucoup. Alors, je sais pas s'il les a rendus, mais. C'est peut-être C'est vrai, dans son palmarès est-ce qu'ils encore, sont toujours dans le Mais palmarès? oui, bien sûr. Alors, sur Wikipédia, c'est rayé. Après, à Vélomag, je sais pas. 2-1 donc pour Johan. Quel pays compte le plus de titres sur le Vélo d'Or? Il y a une nation Attends, qui domine. bah non rayé. Enfin, c'est c'est rayé. C'est rayé qui a le plus de titres. Je n'accepte pas cette dommage. réponse. Dans ce cas-là, 3 titres. Quel pays compte le plus de titres? La question est simple. L'Italie. L'Espagne. Et simple, c'est l'Espagne. Ah, C'est Valverde, l'Espagne. Contador. Il y en a 4 pour Contador, Ah oui, qui est le ouais, recordman. ouais, Il y en a ok. 2 pour Indurain et le dernier, évidemment, pour Alejandro Valverde. 3-1. Il y a encore le temps de te refaire. Il reste plus beaucoup de questions, mais si, on est à la Non, moitié. C'est la moitié, ouais. Ouais, mais l'Italie, c'était la question forte, puisqu'il y avait 3 points. Donc Ah. 3-1. Qui a remporté le Vélo d'Or durant l'année Covid en 2020? Pogacar. Pogacar, c'est pas bon. Primoz Roglic. Primoz Roglic, Ah, je suis en 4 train de te points détruire. à 1 Parce qu'il gagne la Vuelta quand même. pour Johan. Liège-Bastogne-Liège. Oui. N'oublions pas. Et c'est vrai. Attention, nous arrivons dans les questions Vélo d'Or français. Il n'en reste plus que 3. La dernière question prime. Donc Rémi, tu peux encore gagner, mais à condition de gagner les 3 dernières. Bien sûr. Julien Alaphilippe a remporté les 3 derniers Vélo d'Or français. Ça, c'est une info que je vous donne. Pas de point là-dessus. Qui a-t-il devancé en 2021? Qui était deuxième? Et attention, c'est une question difficile. 2021, c'était donc l'an dernier. Oh, bravo! Allez, je te donne un point. pour cette Allez, question. c'est bon, c'est gagné. Ça mérite. Merci beaucoup, Ah, Rémi. bravo, Bravo d'avoir bravo. participé. Donc, difficile. 2021. évidemment. Si je vous dis que c'est difficile, c'est que c'est pas forcément de la route. Oui. Oula. Ouh là là, ça commence déjà très très mal pour moi. Donc, du coup, c'est tout simplement. C'est plus son nom. Ah là là, c'est. C'est Non, mais je l'ai en tête, mais. Allez, je vous donne un indice. C'est une femme. Bah, c'est Pauline Ferrand-Prévot. C'est pas Pauline Ferrand-Prévot. Ça, c'est pour cette année, a priori, normalement, si on lui donne pas. Rémi, pas de proposition. Ah, Je sais plus son nom. C'est Loana Lecomte. Loana Lecomte, voilà. C'était. C'était du VTT aussi, mais. Enfin, Et on a posé la question, si tu te souviens bien, Jérémy, tout à l'heure, de savoir si elle allait avoir le vélo d'or. Juliette. Elle a dit Ah, non, je ne mérite pas. Je m'en souviens très bien. Ouais. Oui, bah, le vélo d'or français, ça risque d'être un peu compliqué. Bah, je dis pour les pourquoi autres. pas. Elle est 4ème du Tour de France. Ouais. Attends, c'est pas mal. Ouais, Pauline Ouais. Ferrand-Prévot, je sais, mais Oui, bon. elle a que 4 titres de champion du monde. C'est vrai que c'était pas. Mais c'est quoi 4 titres de champion du monde? J'en ai combien, moi, déjà? 12? Alors, toi, déjà, t'as la victoire au quiz pour Ouais. aujourd'hui qui est actée déjà. Ouais. Tu peux te T'en as rajouter combien à à ton point. PCM? 13. Bah, alors là, laisse tomber. Sur le Tour de France aussi. On peut finir le quiz quand Oui, même. bien sûr. Oui. Pour le fun, Oui. quelle est la seule femme à avoir remporté le vélo d'or français? Avant donc Pauline Ferrand-Prévot cette année. Donc, c'est Jeannie Longo. Ah non. Je pense que c'est trop vieux. Bah, je sais pas, je me souviens. Tu sais, dans les années il y avait 2000, pas on l'a qu'elle. encore. Il y Donc, tu peux tenter, je pense que tu ne l'auras pas, mais c'est de la piste. Mais tu peux rejouer même, de toute façon il n'y a plus d'enjeu. Donc... Félicia Ballanger. Félicia Ballanger, putain je l'ai jugé. Il l'a sorti de nulle part. franchement, bravo. Il mérite le quiz Ça pour ça. mérite 2 points. C'était en 2000, effectivement, Félicia Ballanger. Et allez, bah il y a qu'un seul coureur qui a remporté le vélo d'or français à 4 reprises. Il y en a beaucoup qui sont à 3, mais le recordman c'est qui?
Laurent Jalabert. Non. 3 titres pour Jalabert. Ah, 3 titres. Nul. Donc 4. Ouais. Bah, c'est Thomas Vauclair. Non, vous pensez pas assez loin en fait. C'est une réponse qui peut sembler évidente, mais il faut élargir le prisme. Ah, c'est le Vélo d'Or. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est Florian Rousseau. Voilà, ce que j'allais dire. Non. On est... Non, c'est plus évident que ça encore. 4 titres. Julien Absalon. Julien Absalon. Ah oui. Voilà. bien vu. Bon, victoire méritée finalement. Ouais, il est Vosgien en plus. J'ai pas le droit de louper. Les Vosgiens, Les Vosgiens, lourds, hein. ils sont sont d'une 4, mais on lourdeur. entend que. C'est dingue. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on entend que nous. Regarde, mon ami Steve Chenel, vrai Vosgien de Qu'est-ce qu'on Remiremont. entend? Il a déjà fait 3ème au cyclocross Du d'Auxerre. Vélo d'Or? Non, alors. Vélo d'Or, non. Mais hier, il a fait 3ème du cyclocross d'Auxerre, donc félicitations Giroud, bravo, t'as fait une belle course. Ah bah, mais il y avait qui? Il y avait beaucoup de Français. Voilà. Bah, il y Que son équipe, en il y fait, avait- finalement. Il y avait une Coupe du Monde en face, donc c'était pas évident. Mais Mais attends, c'est très beau ce qu'il fait. faut quand même Franchement, faire troisième. Bravo à trois, Steve. Ah, on lui envoie, On lui enverra enverra notre amour. tous Tout quoi? nos encouragements On pour lui les envoie prochains. rien du tout. Ah ouais. Bah en tout cas pas de chèque, ça c'est sûr. Parce qu'on en a pas. Merci en tout cas d'avoir écouté ce nouveau podcast, l'un des derniers de la saison. On aura encore les Ouais. Saderaï Awards. Parce que vu que Là on va aussi se régaler. qu'il commence à faire froid, on va hiberner maintenant. Ouais, Hein. parce que évidemment il va faire froid. On aura encore Parce que traverser Paris tous les matins à l'aube, c'est fini. Hein. Tous les matins, comme si on faisait des podcasts tous les jours. T'es à 2 km d'ici, on n'a pas fait depuis 3 semaines. Ah, mais il fait froid. Hein. Calmons-nous. Puis surtout, on fait des podcasts à l'heure où j'ai sommeil. Donc, On va revenir très rapidement. Ne vous inquiétez pas, l'année n'est pas encore terminée. On a encore des choses à faire. Et puis il faudra quand même réécouter Anthony et Gilou quand même, parce qu'on va pas se quitter sans les avoir quand même. C'est très grave. Alors, je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Anthony demain, donc n'hésitez pas à sortir vos dossiers, c'est le jour J. Voilà, mais j'en ai pas moi personnellement, mais enfin si je dois en avoir en boîte. T'as que ça, Ouais, t'as c'est que vrai, ça. C'est vrai. Mais tout le monde les a entendus. Merci en tout cas d'avoir suivi encore une fois Ça déraille. Et puis on se retrouve très bientôt. Quand il fera moins froid.